Salut à tous. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2025 et nos chers amis sont ici. Vous avez le colonel Larry Wilkerson, vous avez Larry C. Johnson, et aucun de nous deux ne s'est évanoui à Thanksgiving, donc tout va bien. Je l'ai fait. J'ai tellement mangé que je ne peux plus bourrine. Bienvenue, colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Permettez-moi de commencer par le cas du tireur de la garde nationale. Il vient d'Afghanistan, il a 29 ans. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 25 ans. Avant cela, pendant 11 ans, il a travaillé avec les États-Unis en Afghanistan, en leur apportant son aide. Il semble qu'il ait d'une certaine manière coopéré avec la CIA lorsqu'il avait 14 ans. En regardant ce qui s'est passé, Larry, quelle est votre compréhension de ces personnes? Que se passe-t-il dans leur esprit? Et comment voyez-vous l'ensemble de la situation liée à cette fusillade? Oui, je n'avais pas entendu ça. Le fait que la CIA ait commencé à travailler avec lui quand il avait 14 ans, Seigneur. Si c'est vrai, chaque officier de cas de la division des activités spéciales qui a approuvé cela devrait être poursuivi. Il devrait être renvoyé. Je veux dire, on parle d'un enfant, en réalité d'un enfant sur le plan du développement mental. Le fait qu'il ait fait partie, appelons les choses par leur nom, d'une équipe d'assassinat. La division des activités spéciales de la CIA formait l'équivalent d'une équipe d'assassinat. Et les neurologues vous diront que le cerveau n'est pleinement développé chez les garçons et les filles qu'à partir d'environ 21 ans. Donc, il était à un âge où son cerveau était encore en développement, et on le formait d'une manière qui ne pouvait pas lui être bénéfique, n'est-ce pas? Ce que je ne comprends pas, c'est que ce type vit dans l'État de Washington. Comment diable a-t-il pu se procurer une arme? Et ensuite, comment diable a-t-il pu traverser les États-Unis avec cette arme? Je ne pense pas qu'il l'ait emportée dans un avion. Donc peut-être qu'il a conduit, mais cela ramène quand même à la question fondamentale. Où a-t-il obtenu cette arme? Parce que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des armes dans ce pays. Et si tu en achètes une, à moins d'avoir un permis de port dissimulé, dans la plupart des États, il y a un délai d'attente minimum de 3 jours pour que le FBI puisse te vérifier. Alors, où l'a-t-il eu? A-t-il utilisé un contact de la CIA, un ancien de la CIA, pour l'obtenir? Je veux dire, il y a des questions vraiment troublantes et sans réponse à ce sujet. Et tu sais, malheureusement, une jeune fille de 20 ans a perdu la vie et un autre jeune homme de 25 ans se bat pour rester en vie. C'est tellement insensé. Tu sais, Nima, le commentaire général que je ferai concerne tout ce que nous rapportons de chaque théâtre de guerre où nous allons. Il semble qu'au XXe siècle, lorsque les guerres ont cessé d'être motivées par l'intérêt national, la situation est encore empirée. Les drogues que nous rapportons de la guerre, on peut encore repérer sur la côte est des États-Unis des routes de la drogue qui trouvent leur origine au Vietnam. Et on peut en identifier de nouvelles issues d'Afghanistan et d'encore plus récentes qui ont commencé en Syrie. Le peuple américain ne comprend pas ce que nous faisons lorsque nous partons si souvent à l'étranger, avec en somme une force de mercenaires aujourd'hui. Et nous rentrons chez nous, généralement pas victorieux. Nous rentrons la tête basse, pour ainsi dire. Et les ennuis que nous rapportons avec nous font partie de la guerre, partie intégrante du fait d'être sans cesse à l'étranger, au lieu de rester chez nous à nous occuper de nos propres affaires. Je ne saurais trop insister sur ce point. Mon gendre a été policier du comté de Montgomery pendant près de 30 ans, et il peut vous dire que l'autoroute 75, sur ses bas-côtés,
et jonché des débris des guerres américaines à l'étranger de ces 30 dernières années. Oui. Et en fait, eh bien, la seule chose positive qui soit sortie de ces guerres, du moins de la guerre du Vietnam, c'est que nous avons obtenu de très bons restaurants vietnamiens à travers les États-Unis. Et c'est pas pour mettre en cause les Vietnamiens, les Afghans ou qui que ce soit d'autre. C'est simplement pour dire que les guerres ne favorisent généralement pas de bonnes relations. Et cela cause énormément de souffrances humaines, surtout pour les civils dans ces pays. Oui, nous enfin, parce que les Américains, c'est pour ça que nous continuons à faire cela. Nous n'en payons vraiment pas le prix. Je veux dire, vous savez, nous avons perdu 58 000 personnes au Vietnam en 20 ans, et pendant la Première Guerre mondiale, nous en avons perdu autant en 7 mois. Vous voyez, juste pour remettre les choses en perspective, pour ceux qui ont perdu un proche au Vietnam, le prix est incalculable, incommensurable. Mais vous savez, pour le reste du pays, cela ne me dérangeait pas, cela n'affectait pas mon salaire. Donc nous pouvons continuer à le faire. En fait, cela a même aidé mon salaire, parce que ces entreprises de défense dans lesquelles j'ai investi continuent de gagner plus d'argent. Et donc j'en tire profit. C'est cet état d'esprit. Au moins, nous le connaissons mieux. Vous savez, nous avons beaucoup plus d'informations sur ce type afghan que sur celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire à ce sujet? Bref, est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur les tentatives d'assassinat contre Donald Trump, à part celle où le type a été tué? Non, c'est tout. Ils ont étouffé l'affaire. C'est le FBI de Kash Patel, j'imagine. Ouais, enfin, ne me lance pas sur son sujet. Mais il semble qu'au-delà de cela, quelque chose se passe. Parce qu'ils essayent, Donald Trump, la façon dont ils réagissent à ce qui s'est passé, il semble que, vous savez, avec la question d'Israël et de la Palestine, ils essayent de dire, les musulmans ont changé le visage du Royaume-Uni, ils font la même chose aux États-Unis. Et après tout, Larry, en regardant l'argument, car la plupart de ces arguments viennent des sionistes, ils disent, ceux-là ne font pas partie de notre société, ce sont des étrangers. Alors, comment cela va-t-il influencer ce genre de fusillade? Est-ce que cela va influencer cet argument? Eh bien, je veux dire, les Israéliens savent de quoi ils parlent. Je veux dire, rendons-leur justice. Ce sont tous des étrangers. La grande majorité d'entre eux sont des étrangers. Et regardez toute la violence qui a résulté de leur arrivée en Palestine. Donc oui, ils ont tout à fait raison. Peu d'entre eux peuvent même retracer leurs origines jusque-là. Ouais. Vous savez, voilà Bibi Net, le soi-disant Bibi Netanyahu. J'oublie son nom polonais, mais vous savez, Milikowski, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Milikowski. Donc oui, non, ils ont raison. Il faut garder le plus possible ces étrangers dehors, parce que cela peut changer votre société, comme cela l'a fait malheureusement pour les Palestiniens. Oui, et colonel, nous avons appris qu'il semble, comme l'a rapporté The Telegraph, que les États-Unis vont reconnaître les territoires russes. Ils parlent de la région du Donbass et des oblasts. Il semble que ce soit le cas. Et à l'issue des discussions à Genève entre Marco Rubio d'un côté et les Européens avec la délégation ukrainienne, il semble qu'ils aient remis le dossier aux Russes et qu'ils en discutent. Et il paraît que la semaine prochaine, il y aura une rencontre entre Steve Witkoff pour les États-Unis et peut-être Lavrov, je ne sais pas, ou Uchakov. Ils vont négocier avec Steve Witkoff. Comment voyez-vous la situation avec le plan de Trump et comment percevez-vous les interactions qui ont lieu entre les États-Unis et la Russie?
How do you see the interaction that is happening between the United States and Russia? Je pense qu'il est juste de dire que Mearsheimer a raison dans l'ensemble sur ce qui se passe, et que c'est en réalité simplement une codification de la victoire de la Russie sur le champ de bataille. En marge, nous allons essayer, et les Européens vont probablement essayer, de perturber les choses d'une manière ou d'une autre, pour donner l'impression que ce n'est pas tout à fait cela, ou du moins pas trop fortement orienté dans cette direction. Mais je n'ai aucun doute dans mon esprit que Mearsheimer a raison, que cette situation va perdurer pendant longtemps. Et si la Russie décide que cette situation persistante est contraire à ses intérêts, alors elle en fera davantage, et elle le fera probablement à une vitesse fulgurante. Je ne sais pas ce que ce davantage serait, mais je peux imaginer à quoi cela pourrait ressembler. L'Ukraine, du moins dans l'état actuel des choses, se contenterait simplement de régler la question, même selon les conditions russes, en gros, et laisserait ce qu'il reste de l'Ukraine à l'Ukraine. Et nous parlons même de la possibilité qu'elle soit gouvernée de manière raisonnable, ce qui est une perspective que je n'attends pas avec impatience, car je ne pense pas qu'ils en soient capables. Je ne le dis pas en bien ou en mal. Je pense simplement qu'ils n'en sont pas capables. Ensuite, nous aurons encore une guerre latente pendant les 10 ou 15 prochaines années. Et elle restera principalement latente à cause de ce que fera l'Ukraine, non à cause de ce que fera la Russie. Et il est incertain que la Russie accepte ce genre de statu quo qui évoluerait avec le temps, encore une fois de manière anémique pour ses intérêts. Alors cela reprendra, et ils en viendront à bout. Ou peut-être qu'ils anticipent cela et en viennent à bout dès maintenant. Je ne pense pas que ces discussions aillent dans une direction que les Russes ne souhaitent pas. C'est ce que j'essaie de dire. Ouais. Et notre affaire sera, et les Européens en particulier, s'ils veulent éviter de se faire un véritable ennemi des États-Unis, avant d'être de toute façon tout chassés du pouvoir, de modifier cela autant qu'ils le peuvent sur le plan politique. Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, et de façon spectaculaire. Ils ont perdu de manière terrible. Et c'est entièrement de leur faute à part le fait que les Russes les ont écrasés. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont tout perdu de ce qu'ils essayaient de faire, ce qui explique en partie pourquoi ils sont si désespérés de ne pas l'admettre. Larry Wilkerson va partir avec Kushner. Et nous savons que Rubio est allé en Europe pour parler avec les Européens. Et pourquoi donc? Pourquoi n'utilise-t-il pas la même personne pour envoyer? Vous savez, le secrétaire d'État peut aller en Russie et leur parler. Pourquoi cela? Parce qu'à chaque fois que Wilkerson, eh bien, nous savons qu'il n'a aucun pouvoir. Il ne fait que négocier avec quelqu'un comme Kirill Dmitriev en Russie. Il n'a aucun pouvoir après tout. Eh bien, écoutez, il faut comprendre ce qui se passe réellement ici. C'est simplement du théâtre politique de la part de l'Occident. J'appellerais cela la bataille de Debaltsev sous stéroïdes. La bataille de Debaltsev en janvier 2015, et elle s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'au début février, fut un moment où l'armée ukrainienne, qui ne comptait alors qu'environ 8 ou 9 000 soldats, s'est retrouvée encerclée par des milices de Donetsk et de Luhansk, soutenues par quelques combattants du groupe Wagner. Ils étaient sur le point d'être anéantis. C'était en quelque sorte leur dernier barou d'honneur, à la manière de Custer. Et Angela Merkel a sauté dans un avion, s'est envolée pour Moscou et a supplié Poutine « Oh, s'il vous plaît, il faut mettre fin à tout cela. Faisons la paix. » Et Poutine, imprudemment, et il l'a reconnu depuis, a commis une erreur. Il a cru l'Occident. Il y avait François Hollande, le président de la France, et Angela Merkel. Les États-Unis disaient « Oui, oui, faisons cela », vous savez, Barack Obama avec Joe Biden.
Et Loukachenko, le président du Bélarus, a accueilli les négociations. Ils ont finalement signé Minsk II. C'était en 2015. Et ce n'est que 7 ans plus tard, en décembre, qu'Angela Merkel et François Hollande ont admis que tout cela n'était qu'une ruse. Cela visait à gagner du temps pour que l'Ukraine puisse se réarmer, se rééquiper, se réorganiser, recruter et reconstruire son armée afin de pouvoir retenter leur chance contre la Russie. C'est exactement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que tout à coup, l'Occident devient désespéré. Oh oui, il nous faut absolument ce plan de paix. Vous ne voyez pas les Russes sauter de joie en disant « Oh oui, il faut qu'on règle ça tout de suite ». Non, non. Maintenant, la propagande circule. Oh oui, la Russie est en train de perdre. Son économie est au bord de l'effondrement. L'armée tient à peine. Ils perdent des milliers, des millions, des dizaines de millions. Si tout cela était vrai, pensez-vous une seule minute qu'il y aurait en Europe ou aux États-Unis une seule voix pour dire « Oui, arrêtons cette marche vers la victoire. Trouvons un règlement négocié tout de suite pour ne pas humilier les Russes. » Bien sûr que non. S'ils étaient en train de gagner, ils voudraient écraser la Russie. Eh bien, voilà la situation réelle. La Russie est maintenant en train de gagner si nettement que l'Occident panique à l'idée de l'arrêter. Et donc Trump, ils ont inventé ce plan, qui n'en est pas vraiment un. Ils ont 28 arguments si absurdes, et les Européens les ont rendus encore plus absurdes. Mon préféré, c'est quand les Européens disent « Oh oui, l'armée ukrainienne devrait compter 800 000 hommes. » D'accord, réfléchissez-y une minute. Demandez-vous, quelle est la taille actuelle de l'armée du Royaume-Uni, de celle de la France et de celle de l'Allemagne? Ensemble, 500 000, en réalité un peu moins de 500 000. Et pourtant, ils veulent que l'Ukraine, tout en disant « Oh oui, nous le promettons, croix de bois, croix de fer, l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN », est une armée de 800 000 hommes. Si l'Ukraine disposait d'une armée de 800 000 hommes et était un membre de facto de l'OTAN, ce qu'elle est depuis 1995, cela en ferait la deuxième plus grande armée de l'Alliance, dépassée seulement par celle des États-Unis. Elle aurait ainsi dépassé la Turquie, dont les forces armées comptent environ 320 000 soldats. Franchement, cela montre à quel point cette idée est déconnectée de la réalité. Car si l'on remonte à mars 2022, lorsque les Russes et les Ukrainiens ont effectivement négocié et conclu un accord provisoire, les Russes avaient accepté. Oui, l'Ukraine, tu peux avoir une armée de 85 000 hommes. Non, non, non. C'est l'Ukraine qui avait accepté cela à l'époque. Mais voilà que les Européens interviennent. Le plan des États-Unis, celui de Trump, prévoyait 600 000 hommes. Et pourtant, 600 000, c'est plus que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis. Réfléchissez à cela. Et puis les Européens disent « Oh non, non, il nous faut 200 000 de plus. » Et ils se demandent « Tiens, pourquoi la Russie ne se précipite-t-elle pas pour conclure ce grand accord ?» Comme je le dis, c'est du théâtre, c'est du non-sens. Poutine l'a dit très clairement, il l'a encore répété cette semaine lors d'une conférence de presse à Bichkek. Il a réaffirmé chacune des positions qu'il avait d'abord exposées devant le ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin 2024. Et il n'en a pas dévié d'un pouce. Pas de cessez-le-feu. Ils ne rendront pas les territoires. Ils ne vont pas se retirer en disant « D'accord, eh bien, nous ne garderons pas Zaporijia et Kherson. » Non. Lisez la constitution russe. Ces deux territoires font désormais partie intégrante de la Russie, et Vladimir Poutine n'a ni l'autorité légale, ni le pouvoir politique de les rendre. Alors, l'Occident, arrêtez les bêtises et cessez de vous mentir à vous-même. Vous voyez, vous m'avez mis en colère. Je pense que ton point est très important, Carl, le point que Larry a mentionné.
Parce que la taille de l'armée devrait être proportionnelle à la population du pays. Tu as un pays avec quoi? 25 à 30 millions d'habitants. 19 millions maintenant. Ils essayent environ 20 millions maintenant. 20 millions. Et ils veulent une armée de 800 000 hommes, mais ils ne peuvent rien fournir. C'est parce que l'Allemagne, la France, n'importe quel pays de l'OTAN, à part peut-être la Turquie, ne pourrait pas mobiliser autant de personnes, même s'ils essayaient. Regardez ce qu'ils demandent à l'Ukraine de faire. Ils ne pourraient tout simplement pas rassembler autant de monde. Si Scholz déclarait la conscription demain matin, la moitié de l'Allemagne partirait. Ils ne pourraient pas former cette armée eux-mêmes. Alors, que cherchent-ils à faire? La même chose qu'ils essayent de faire avec l'Ukraine depuis le début. En faire le principal rempart contre ce qu'ils considèrent comme la plus grande menace pour leur avenir, la Russie. Ce qui est absurde s'ils prenaient simplement le temps d'écouter. Je viens d'écouter l'interview que Tucker Carlson a faite avec Sergei Lavrov. Lavrov doit être vraiment épuisé de répéter ses commentaires jour après jour. Ce sont toujours les mêmes. La Russie n'a pratiquement pas changé de position. Et vous savez, je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Il y a une certaine qualité qui accompagne le fait d'être le vainqueur écrasant sur le champ de bataille. Et cette qualité doit être reconnue tôt ou tard par ceux qui ont été vaincus. Et tôt ou tard, ils l'admettront. Si tôt ou tard signifie l'anéantissement de tout ce qui reste encore en Ukraine, qu'il en soit ainsi. Je ne suis pas convaincu que Poutine veuille faire cela. Mais c'est possible. Nous pourrions peut-être, et John n'en a jamais parlé dans sa grande vision du séminaire, du genre « Voici ce que la réalité te dit qu'il se passe en ce moment ». Et c'est plutôt sombre, même dans la salle de séminaire de John. La seule chose à laquelle on ne pense pas dans ce genre de contexte quand on pontifie dans une salle de séminaire, c'est ce que j'appelle l'humanité et la manière dont les êtres humains réagissent à certaines choses. Nous assistons peut-être, très probablement, qu'est-ce que cela mérite pour l'avenir? Larry, quelle est la taille de l'armée ukrainienne aujourd'hui? Avons-nous des informations à ce sujet? Non, elle est d'environ 80 000. Oui, ils ont peut-être un total d'environ 300 000, mais ils sont à bout de souffle. Ils perdent du personnel à un rythme insoutenable. Jusqu'à présent cette année, le ministère russe de la Défense affirme qu'environ 40 000 soldats sont tués ou blessés chaque mois. Ensuite, si l'on ajoute le Conseil de l'Atlantique et l'Institut pour l'étude de la guerre, ce ne sont pas des sources pro-russes. Ils sont très fermes dans leur soutien à l'Ukraine. Mais qu'est-ce au Conseil de l'Atlantique? Oui, et le Conseil de l'Atlantique affirme que l'Ukraine perd environ 20 000 soldats par mois à cause des désertions. L'Institut pour l'étude de la guerre, Kagan, Victoria Nuland, ce groupe-là, Jack Keane, parle de 40 000. Le nombre réel de recrues mensuelles tourne autour de 17 000. Peut-être que certains blessés reprennent du service, disons environ 13 000 de plus. Mais faites le calcul. S'ils en gagnent 30 000, mais en perdent entre 60 000 et 80 000, ce n'est pas tenable. Ils perdent au moins 30 000 hommes nets par mois. Pensez-y comme s'il s'agissait du revenu de votre propre foyer. Si vous ne gagnez que 30 000 $ par mois, ce qui, soyons honnêtes, serait un excellent revenu, mais que vos dépenses s'élèvent à 60 000 $ par mois, vous allez faire faillite. Et c'est là que l'Ukraine se dirige. Et je reviens à ceci. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le revirement soudain de l'administration Trump disant « Hey, faisons avancer la paix. Donnons une chance à la paix. » Parce qu'ils savent que la situation militaire de l'Ukraine est désespérée.
Et malgré cela, je viens d'avoir une conversation avec Danny Davis. Il a été interviewé plus tôt. Il a débattu avec le général Ben Hodges. Donc, je vais devoir me procurer un grand sac de popcorn pour ça, parce que Mario Naufal, vous savez, en était un peu l'hôte et le modérateur. Et vous savez, des gens comme Hodges, Michael McFaul, Jack Keane, David Petraeus, l'amiral Stavridis et Mark Emmett. Si vous parcourez la liste de tous ces anciens généraux et amiraux américains, continuent de propager les mensonges les plus absurdes sur le conflit en Ukraine, sans reconnaître à quel point la situation militaire a radicalement changé. Et sur le front des rats quittant le navire en train de couler, nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'Andrei Yermak, le Rasputin derrière Zelensky, son ancien directeur commercial et producteur de films, désormais son principal responsable de la sécurité, chef de cabinet, est parti. Oui. Le fait qu'il ait pu sortir debout, et non pas les pieds devant, me dit qu'il va commencer à parler. Je parie qu'il a des preuves contre des politiciens occidentaux. Peut-être Boris Johnson, par exemple, Kaja Kallas, Mark Rutte, qui ont touché de l'argent ou tiré un avantage financier de leur soutien à cette guerre en Ukraine. Il ne va pas tomber seul. Il ne sera pas le bouc émissaire, je vous le garantis. Et la seule façon d'éviter qu'il le devienne, c'est de le tuer. Nous verrons donc s'il survit à cette semaine. S'il est encore en vie la semaine prochaine, alors je pense qu'on pourra reconnaître que le temps de Zelensky est compté lui aussi. Oui, j'allais dire que je ne parierai pas non plus sur la longévité de Zelensky. Oui, oui. Zelensky a déclaré que Yermak n'était pas stratégiquement important. Colonel, en regardant ce que Larry a dit, l'Ukraine dispose aujourd'hui d'une armée d'environ 300 000 hommes. Vous savez, pour constituer une armée de 800 000 hommes, qui va payer pour ça? Qui va, vous savez? Eh bien, qui va réellement fournir la main-d'œuvre pour cela? Je ne vois pas l'Ukraine le faire. Vous savez, nous avons un manuel de campagne dans l'armée qui, autant que je sache, je ne l'ai pas consulté depuis un moment, dit que vous devez considérer votre unité comme inefficace au combat si les pertes s'accumulent, c'est-à-dire si elle retire plus de 10% du personnel du champ de bataille. Réfléchissez à cela un instant. Ils ont largement dépassé les 10% en Ukraine. Et comme Larry le faisait remarquer, l'ensemble de la population ukrainienne a été considérablement réduite, probablement d'environ 50%. Ce n'est pas un pays qui fait autre chose que de sombrer, et de sombrer de plus en plus vite à chaque heure qui passe. Même si Poutine restait simplement immobile, le pays continuerait à se désintégrer. Je ne vois pas comment on peut sauver ça. Certainement pas de la manière dont ces gens essayent. Et ils essayent, comme Larry le disait, parce que certains d'entre eux sont payés. Je pense que c'est aussi vrai pour ces officiers généraux. J'ai vu ça pendant la guerre en Irak. Beaucoup de ces types gagnaient de l'argent en disant ces absurdités. Ils en tiraient profit. Alors eux, vous savez. Eh bien, l'autre aspect à examiner, ce sont les avancées russes à Kherson et à Zaporizhia. C'est à l'extrémité sud du Dniepr. Ils ont, je pense, actuellement un contrôle effectif sur tout le trafic descendant ce fleuve. Je me demandais, quel pourcentage du PIB de l'économie de l'Ukraine dépend des expéditions le long de ce fleuve? La réponse est d'environ 60%. Ainsi, la Russie va se retrouver, ou est peut-être déjà, en position d'étouffer tout le trafic maritime qui descend le Dniepr. En fin de compte, il descend le fleuve, atteint un port de la mer Noire comme Odessa ou d'autres, puis est expédié vers l'Europe et d'autres régions du monde. Si cela ne s'est pas déjà tari, cela va se tarir. Et c'est l'autre point. La Russie n'a pas besoin de tuer qui que ce soit avec une bombe ou de leur tirer une balle dans la tête. Il suffit d'arrêter le trafic fluvial. Très simple.
Just stop the river traffic. Real simple. As I understand it, Colonel, Si je comprends bien, colonel, que pense la Russie de l'Ukraine après un éventuel règlement? Ils envisagent un État neutre, quelque chose comme l'Autriche ou comme la Suède et la Finlande avant leur adhésion à l'OTAN. Regardez la taille des armées dans ces pays. Ils ne veulent combattre personne. Ils se contentent d'assurer leur sécurité et de maintenir la cohésion nationale. Est-ce vraiment si difficile pour les Européens de comprendre que l'Ukraine devrait aller dans cette direction? Vous me demandez de vous fournir des réponses à la psychose de personnes comme Macron et Starmer ainsi que de bien d'autres. Je ne peux pas faire cela. Selon tous les critères que je connais, militaires ou autres, ils se sont engagés, se sont précipités, se sont délibérément placés au cœur d'une immense défaite qui est désormais stratégique. Comment en sont-ils arrivés là? Et pourquoi l'ont-ils fait? Et dans quel but persistent-ils dans cette voie au lieu de s'en retirer? Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. L'une des plus grandes tendances des commandants militaires en particulier, mais aussi des civils qui les soutiennent à travers l'histoire, est de renforcer un échec stratégique plutôt que de s'en éloigner et d'essayer autre chose. Et c'est exactement ce qu'ils font, collectivement. Ils ne savent tout simplement pas comment s'arrêter. Et comme Larry en entend, et comme Charles dit, certains d'entre eux gagnent beaucoup d'argent en ne s'arrêtant pas. Et pour renforcer le propos du colonel Wilkerson, revenons sur les décisions de Napoléon avant l'invasion de la Russie en 1812. Il avait commencé avec une armée d'environ 650 000 hommes. Il avait fait beaucoup de planification logistique, stocker de la nourriture et des provisions, calculer ce dont ils allaient avoir besoin. Mais une fois entrés en Russie ou en Biélorussie et dans certaines parties de l'Ukraine, ils ont commencé à subir des pertes. En 2 ou 3 semaines, ils avaient perdu environ 150 000 soldats à cause des maladies, de la faim, du manque de ravitaillement, des désertions et ainsi de suite. Certains généraux autour de lui disaient « Peut-être devrions-nous reconsidérer cela ». Mais il a répondu « Non, nous allons continuer. Nous allons gagner. » C'est le même type de mentalité que nous voyons en ce moment. Avant qu'il n'ait terminé, ils étaient arrivés à Moscou et les Russes y ont mis le feu. Ils l'ont entièrement brûlé. Alors, ils ont commencé à la mi-octobre à tenter de rentrer en Europe, parcourant des milliers de kilomètres, plus de 1000 milles. Et au cours de ce voyage, cette armée qui comptait au départ 650 000 hommes, je crois qu'ils ont fini avec environ 40 000 survivants. C'était une catastrophe totale. On pouvait voir venir ce désastre, et Napoléon en avait été averti, mais il n'a pas écouté. Nous ne devrions donc pas être surpris de voir le même phénomène se répéter aujourd'hui de la part de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas sans précédent historique. C'est là mon propos. Ouais, cool. Et sans aller trop loin, il y a une histoire que je ne crois pas apocryphe. Je pense qu'elle est vraie. Napoléon s'est lancé avec sa garde impériale et l'a ramené vers la patrie. Oui, c'est vrai. L'homme qui est resté à l'arrière et s'est battu avec ses troupes, c'était le maréchal Ney, et il l'a payé chèrement. Mais je veux dire de manière négative. Mais c'est ce qui arrive. Là, vous avez ce maréchal qui reste avec ses troupes, et en Ukraine, je ne vois personne comme ça. Où est Zelensky? Posez-vous la question. Où est Zelensky? Il n'est pas sur le terrain. Aucun de ces oligarques n'y est, et aucun de leurs enfants non plus d'ailleurs. Je n'ai pas découvert un seul oligarque dont un enfant combatte en première ligne. C'est donc abominable ce qui se passe. Et c'est à bien des égards notre faute. Colonel, nous avons l'expérience de l'Irak et de l'Afghanistan. Les États-Unis sont restés là-bas
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire, puis on dit « au revoir, nous partons ». Et vous savez, après de nombreuses années, ils n'ont rien accompli. Il semble que dans le cas de l'Ukraine, si les Européens parviennent à maintenir le conflit, ce serait la même situation. Je ne sais pas combien de temps la Russie aujourd'hui. Si l'Ukraine décidait de faire quelque chose pour mettre fin au conflit, serait disposée à aider l'Ukraine à l'avenir, car elle veut un gouvernement ami là-bas. C'est pourquoi je crois vraiment qu'elle aiderait la partie occidentale de l'Ukraine, ou l'Ukraine telle que nous la connaissons aujourd'hui, à se développer, à s'améliorer, à progresser. Mais si la guerre continue encore et encore, comment voyez-vous cela? Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, je pense que vous écartez certains des aspects les plus terribles d'une guerre comme celle-ci. Les haines et les passions qui persistent ensuite, en particulier du côté ukrainien. Et je ne parle pas nécessairement des personnes qui ne se battent pas, des oligarques et des autres qui se sont simplement enrichis. Ce dont je parle, ce sont des soldats de base et des personnes encore en vie qui étaient des soldats de base ou l'équivalent. Les passions y restent très fortes et la haine y reste très forte aussi, probablement du côté russe également, dans une certaine mesure. Mais c'est vraiment difficile de gérer quelque chose comme ça. Ça a été tellement sanglant et au final tellement à sens unique que sortir de là avec une sorte de sentiment de réconciliation, comme tu dis, il n'y a tout simplement pas de tel sentiment possible sur le champ de bataille à la fin. Le mieux qu'ils puissent faire, je pense, c'est parvenir à une forme d'arrangement qui n'aggrave pas les tensions, plutôt que l'inverse. Et je ne sais pas s'ils vont le faire, parce que les Européens vont contribuer à les exacerber. D'après tout ce que je vois, ils vont continuer à faire entrer l'argent clandestinement si nécessaire. Ils vont continuer à faire entrer les armes clandestinement si nécessaire, voire ouvertement. Et la Russie va avoir un problème avec ça, parce qu'il y aura des gens en Ukraine qui l'accepteront et l'utiliseront dans la mesure du possible pour maintenir le désordre. Donc au bout du compte, si j'étais quelqu'un qui conseillait le commandant militaire russe, ou qui essayait de comprendre comment mettre fin à tout cela, comment y mettre un terme, je dirais exactement ce que Larry vient de dire. Je dirais, fermez la porte, Katie. Finissons-en. Battons-les complètement et sans appel. Les gens n'arrêtent pas de demander, comment avez-vous fait ces choses avec la Corée? Comment avez-vous fait ces choses pendant la Seconde Guerre mondiale? Nous avons écrasé l'ennemi. Nous les avons battus si durement qu'ils ne pouvaient même plus protester. C'est ce qu'il faut faire pour mettre fin à une guerre si l'on cherche à instaurer la paix. Sinon, cette paix sera contestée par chaque personne qui aura encore les moyens de se battre ensuite. Et tu penses que tu vas parvenir à établir une sorte de relation, disons, décente d'ici une dizaine d'années, peut-être après une dizaine d'années. Mais ce sera très difficile, très difficile. La soif de sang est là, et elle va y rester un moment. Et avec ces nazis en Ukraine, je pense que va rester pour une période interminable, à moins qu'il n'existe moyen d'intervenir les économiques autant que possible. Vous savez, il n'y a aujourd'hui qu'un seul pays au monde qui ait mené une guerre civile féroce, une guerre civile prolongée pendant plus de 10 ans, et qui l'ait remportée, puis ait réussi à pacifier cette région et à rallier à sa cause les gens contre lesquels il se battait, au point qu'ils se battent désormais à ses côtés. Et ce pays, c'est la Russie. La Russie a mené une guerre de 10 ans financée par la CIA et le MI6. Une guerre brutale. Une guerre d'une brutalité extrême. Et comment le sais-je? Ou quels étaient les sentiments à ce sujet? Eh bien, j'ai parlé au général Avdi Alaoudinov, un Tchétchène qui a vécu cette période, qui a perdu des membres de sa famille dans ce conflit et qui dirige aujourd'hui le bataillon tchétchène, la brigade Ahmad, je crois qu'il l'appelle,
composé de musulmans fervents patriotes russes qui parlent de Vladimir Poutine avec une profonde révérence. And speak with reverence about Vladimir Putin. I mean, genuine affection. Je veux dire, une véritable affection à l'égard de Poutine. Comme je l'ai dit, le colonel Larry Wilkerson a tout à fait raison sur le type de problème que ces guerres peuvent engendrer. Mais la Russie est, à ma connaissance, le seul pays qui ait réellement trouvé un moyen d'essayer de résoudre cela et qui puisse au moins en montrer la réussite. Nous y sommes allés, nous l'avons fait, nous avons le t-shirt et nous avons réussi à régler le problème. Et l'une des façons dont ils y sont parvenus a été de verser immédiatement des ressources, en prenant en fait des ressources d'autres régions de Russie, et de les consacrer à la reconstruction de la Tchétchénie. Et aujourd'hui, par exemple, les Tchétchènes possèdent l'une des plus grandes mosquées du monde. Donc, vous savez, la Russie a vraiment mis son argent là où elle avait mis ses paroles. Si un pays, un gouvernement, a l'histoire et le potentiel pour réellement pacifier l'Ukraine à la fin de cette guerre, je pense que la Russie en est capable. Et avec cela pourrait-il impliquer plusieurs années d'insurrection horrifique? Oui, c'est possible. La Russie l'a déjà fait. Je veux dire, ils ont l'expérience, mais ils savent aussi quoi faire ensuite. Et vous savez, je ne sous-estime pas la capacité des Russes à endurer une certaine souffrance afin d'atteindre finalement leur objectif. Le seul problème que j'ai avec ça, je veux dire, j'aimerais que ça puisse arriver, mais le problème c'est que la Tchétchénie était en quelque sorte un problème clos. L'Ukraine, elle, aura toutes sortes de facteurs autour d'elle, susceptibles d'alimenter les troubles, sans parler de nous à long terme. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que nous reculions, car c'est l'endroit où nous pensons pouvoir agir sans nous brûler nous-mêmes. Ou du moins, c'est ce que nous souhaitons. Bien sûr, je pense que l'Europe va déjà avoir assez de problèmes après avoir mis le feu à sa propre maison. Aucun de ces pays ne se porte bien sur le plan économique. Je veux dire, je ne sais pas si tu as vu la réponse de Poutine à la conférence de presse de Bishkek, quand un journaliste lui a dit « Et que pensez-vous de cette offre qui vous permettrait de rejoindre le G8 ?» Et en gros, il a répondu quelque chose comme « Vous plaisantez, j'espère. Pourquoi voudrions-nous les rejoindre? Ce sont une bande de perdants. » Il a ri et a ajouté « C'est ridicule. Il nous propose de monter dans un avion qui va s'écraser. Non merci, pas intéressé. » Il a été cinglant dans sa réponse. Il a simplement dit « Non, nous ne voulons pas. Il n'y a rien à y gagner. Nous préférons rester à l'écart. » Karl, il semble que l'un des principaux problèmes reste la centrale nucléaire de Zaporizhia. Qu'en penses-tu? Est-ce que cela va être l'un des points clés des négociations? La Russie est-elle intéressée à négocier ou à trouver un compromis concernant la centrale nucléaire, ou bien a-t-elle déjà pris sa décision? Si vous adoptez l'évaluation plus optimiste que Larry vient de donner, et j'aimerais beaucoup que ça se produise, alors il faut parler de la manière dont vous allez partager les sources d'énergie et de la façon dont vous allez les rendre bénéfiques pour les deux parties, à mon avis. Donc une fois que la rancune se sera un peu apaisée, et une fois que la responsabilité sera solide et que l'énergie sera produite comme elle devrait l'être, de manière sûre et normale, pour ainsi dire, alors elle devrait être partagée, et elle devrait l'être des deux côtés de la ligne, quelle que soit la fichue clôture qui finira par exister, quelle que soit la forme que prendra ce que nous appelons la division de l'Ukraine neutre, l'Ukraine non membre de l'OTAN, non soutenue par les puissances européennes, entre l'Ukraine et la Russie. Il faut dire, vous savez,
Nous n'avons même pas encore parlé de l'un des plus grands sujets qui hantent tout le monde ici. Et c'est là-dessus que je reprocherai un peu quelque chose à John dans sa conférence. Je taquine John ce matin, mais c'était vraiment une excellente conférence. J'ai eu l'impression d'être de retour dans une salle de classe de William and Mary, avec la magie à portée de main, ma fougue et tout le reste. Nous ne regardons même pas ce qui se passe en ce moment dans le monde, en temps réel, en ce qui concerne la crise climatique. Cela devient très grave. Nous venons de franchir le seuil, si l'on peut dire, de l'augmentation de la température en degrés Fahrenheit, au-delà duquel il n'y a pas de retour possible. Nous allons commencer à en souffrir sérieusement. Je ne serai plus là quand viendra le milieu du siècle et que le vrai nœud du problème se fera sentir. Mais tout cela devra être pris en considération. Les gens comme Trump, qui affirment que la crise climatique est une supercherie, doivent partir. Nous devons nous en débarrasser. Et nous devons commencer à faire ce qu'il faut pour transformer ce qui est colossalement polluant en quelque chose de minimalement polluant, puis en quelque chose qui ne pollue plus du tout, ou aussi peu que possible, à Zaporizhia et ailleurs. À une époque, je n'étais pas vraiment partisan de l'énergie nucléaire, en partie parce que tous les scientifiques me disaient que c'était trop cher. Mais nous en arrivons maintenant à un point où nous pouvons probablement le faire pour environ 50% du coût d'autrefois. C'est un vieux complexe, si l'on veut, mais il doit faire partie de la transition vers l'avenir. Et je pense que l'énergie nucléaire doit désormais faire partie de l'avenir, qu'il s'agisse de l'énergie de fusion sous une nouvelle forme, de la fission, d'une combinaison des deux ou autre. Mais elle doit faire partie de l'ensemble, avec l'éolien, le solaire et d'autres sources que nous pourrions inventer. Nous devons avancer. Et ces situations, comme en Ukraine, à Gaza, en Syrie, au Liban et ailleurs, d'ailleurs j'ai vu hier qu'Israël, les FDI ont publié ces chiffres. Israël n'a pas passé un seul jour de la trêve au Liban sans tuer plusieurs personnes. Pas un seul jour. Nous devons arrêter ces absurdités et passer à des choses plus sérieuses. C'en est simplement un symbole. Il faut qu'il y ait du partage. Oui, Larry, Donald Trump. Il semble qu'il ait donné le feu vert à Israël pour attaquer le Liban. Après l'assassinat, que penses-tu qu'Israël fera ensuite? Vont-ils se mettre dans la clandestinité? Vont-ils, tu sais, mener des bombardements aériens sur le Liban? Qu'en attends-tu? Eh bien, qu'est-ce que cela accomplit, à part tuer quelques personnes au sol? Nous n'avons pas un seul exemple. À part l'utilisation des armes nucléaires, les bombes atomiques au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima, où le largage de bombes a réellement changé ou forcé l'issue d'un conflit. Donc vous savez, tous les bombardements que nous avons effectués en Irak, toute cette campagne de choc et d'effroi, idem pour l'Afghanistan, pareil en Syrie. Il faut finalement déployer des troupes au sol. Et c'est là que réside la faiblesse d'Israël. Je soutiens que leur armée est un groupe indiscipliné de meurtriers, et ils ont démontré leur incompétence. Ils disposaient d'une zone d'environ 140 000 carrés. Tu sais, si je calcule 5 par 25 à peu près, à Gaza, sur une période de 2 ans, ils n'ont pas vraiment réussi à en prendre le contrôle, à la pacifier et à vaincre une force insurgée. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est créer beaucoup de décombres, rendre des gens sans abri, tuer de nombreux civils. Mais tu sais, la force militaire n'est censée être qu'un seul élément d'une politique plus large. Une fois les combats terminés, peux-tu te consacrer à la tâche de gouverner? Ce qui veut dire, peux-tu ramasser les ordures, rétablir les services publics, l'eau, l'assainissement, rallumer les lumières, maintenir l'électricité en fonctionnement? Vous savez, juste quelque chose de basique, ou en d'autres termes, simplement prolonger la souffrance.
Israël est très doué pour prolonger la souffrance. Mais, vous savez l'idée qu'ils vont entrer à nouveau au Liban, ils l'ont déjà fait, et ils finissent toujours par être repoussés au bout du compte. Parce que vous savez, en particulier le Hezbollah, ils ne cherchent pas à provoquer un combat en ce moment. Mais s'ils sont attaqués, ils riposteront et infligeront des dégâts aux Israéliens. Les Israéliens infligeront des dégâts au Hezbollah, mais cela ne mène pas à une fin pacifique. Donc, en ce moment, Israël perd de la population. Son économie ne se porte pas bien. Un grand nombre de réservistes souffrent d'un grave trouble de stress post-traumatique. Vous savez, il n'y a tout simplement aucun avantage. Alors oui, vont-ils continuer à faire cela? Oui, probablement. Mais j'ai remarqué que l'épouse d'Alastair Crooke, Aisling, a diffusé un résumé de la presse hébraïque et ils se rendent compte que tout espoir d'un accord d'Abraham et de relations cordiales avec l'Arabie saoudite est mort. C'est du passé. Et Israël se retrouve de plus en plus isolé. Il ne va pas dans la direction opposée. Carl, il semble que l'administration Trump n'ait pas réussi à convaincre le gouvernement libanais de s'opposer au Hezbollah, de le désarmer. Et maintenant, elle change de politique, donnant le feu vert au gouvernement israélien pour les attaquer. Comment cela va-t-il affecter la situation interne? Parce que si tu te souviens, avant la guerre sur le terrain entre le Hezbollah et les Israéliens dans le sud du Liban, il n'y avait pas de gouvernement fonctionnel là-bas. Maintenant, il y a un gouvernement et il essaie de coopérer avec l'Occident, de rester lié à lui. Alors comment cela se passe-t-il? En quoi vois-tu cela profiter à qui que ce soit? Penses-tu qu'en forçant le gouvernement libanais à réagir à ce qui se passe dans le cas d'une intervention israélienne, cela va aider la position des États-Unis et leurs objectifs au Liban? Eh bien, tu as omis de dire que nous avons construit l'ambassade la plus chère à ce jour au Liban, servant de quartier général pour la CIA, le MI6 et le Mossad. Et tu as aussi omis de mentionner que Bibi Netanyahou adorerait hisser le drapeau israélien sur le bâtiment du gouvernement libanais et s'approprier le Liban. Et tu as oublié de dire qu'à chaque fois qu'Israël bombarde le Liban, il ne vise pas seulement le Hezbollah, ou ce qu'il appelle des cibles terroristes. Ils bombardent l'infrastructure économique, car ils ne veulent pas que le Liban redevienne ce qu'il était autrefois, le véritable Paris de la Méditerranée orientale. Ils connaissent les capacités du peuple libanais s'il était laissé tranquille sur le plan économique, commercial et autres. Et donc, ils voudraient détruire le Liban, ou du moins le maintenir à un niveau où il ne peut pas devenir une puissance économique productive, où il ne peut pas exploiter le gaz, le pétrole et les autres ressources qu'il a légitimement découvertes dans la partie de la Méditerranée qui lui appartient. Oh, et au fait, Israël s'est aussi emparé de tout ce que Gaza possédait. Et n'oubliez pas, Israël est en guerre avec l'Iran. Et si vous allez faire la guerre à l'Iran, autant éliminer le Hezbollah aussi. Donc oui, je pense que Netanyahou est toujours sur le même cheval de guerre qu'il a monté depuis le début. Et je ne pense pas que Donald Trump soit ailleurs que sur la croupe de ce cheval avec lui. Colonel, ils ont envoyé un avion de chasse qui a violé l'espace aérien irakien, s'approchant de la frontière iranienne, et cet avion a été ravitaillé par des avions américains. Oui, nous venons de conclure un contrat avec Boeing pour 14 ou 15 de plus. 2 soldats de Tsahal ont été tués hier dans le sud de la Syrie. Larry, se prépare-t-il à la guerre? Est-ce selon toi le signe d'une guerre entre Israël et l'Iran? Parce que, allez-y. Eh bien non, écoutez, ma plus grande crainte, c'est qu'Israël décide d'utiliser 1 ou 2 armes nucléaires contre l'Iran. Et encore une fois, cela ne mettrait pas fin à la menace,
ni aux problèmes tels qu'Israël le perçoit, car Israël n'a pas la capacité suffisante pour anéantir tout l'Iran. Il a la capacité de détruire certains sites et de tuer un grand nombre de personnes. Mais cela laisserait l'Iran en position de riposter. Et lorsqu'il le ferait, cela dévasterait Israël. Je veux dire, ce serait vraiment un acte suicidaire. Sans parler du fait qu'un tel acte pousserait probablement même le Pakistan, je pense, à utiliser ses armes nucléaires contre Israël. Si vous remarquez, le Pakistan et l'Iran se rapprochent. Ils coopèrent beaucoup plus ces derniers temps. Alors, vous savez, jusqu'à présent, la menace d'attaquer l'Iran a été, je pense, sur la liste de souhaits des Israéliens, un peu comme la liste de souhaits d'un enfant qui veut un poney pour Noël. Ils aimeraient bien l'avoir, mais les chances qu'ils obtiennent réellement ce qu'ils veulent sont très très minces. Ils vont simplement continuer comme ça. Ils utiliseront l'Iran comme excuse pour justifier leur génocide continu contre les Palestiniens. Mais vous savez, nous en sommes à un stade où malgré leurs menaces constantes d'attaquer, je pense qu'il reste encore quelques professionnels militaires au sein de Tsahal qui en sont conscients, et dans la communauté du renseignement aussi, qui reconnaissent que cela reviendrait à signer notre propre arrêt de mort en tant que pays. Une guerre avec l'Iran signifierait qu'il est probable qu'Israël, en tant qu'État, cesse d'exister. La seule chose que j'ajouterais à cela, c'est que l'État d'Israël va cesser d'exister. Oui, l'État juif d'Israël est fini. Et Bibi est la dernière personne que vous voudriez voir aux commandes quand cette prise de conscience le frappera. Karl, pour la première fois, le guide suprême de l'Iran s'est exprimé sur la guerre entre l'Iran et Israël, la guerre de 12 jours. Il a dit, ils étaient venus, qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient prévu de faire, qu'ils n'avaient rien accompli. Et puis, tu sais, ils ont simplement terminé l'opération. Comment? Parce que pour l'instant, à mon avis, C'est d'Israël que tu parles. il a dit à propos d'Israël et des États-Unis, ils nous ont attaqués, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, mais ils n'ont rien pu accomplir. C'est qui, Rocky? Le guide subsaslien a déclaré cela. Oh, d'accord, d'accord. Oui, et il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas intéressé à négocier avec Donald Trump. Il a dit qu'il n'y avait aucun intérêt à négocier avec Donald Trump et son administration. Ils ne sont pas capables de négocier. Ils ne sont pas sérieux dans leur comportement. Alors, les Iraniens se réveillent enfin et ouvrent les yeux. Ils comprennent à quel point l'Empire est perfide. Je suis d'accord avec lui. Je ne négocierai plus jamais avec nous, quelles que soient les circonstances. Sauf peut-être, vous savez, si j'avais l'ayatollah sous la gorge avec un rasoir droit, alors peut-être que je négocierais. Sinon, je ne négocierai pas avec l'Empire. Je ne négocierai avec l'Empire pour personne au monde aujourd'hui, car nous sommes l'entité la plus trompeuse de la planète. Et ce n'est pas seulement Trump. Vous savez, cela dure depuis le 11 septembre. Cela a été amplifié par Blinken, Sullivan et Biden. Puis Trump s'est simplement emparé de la perfidie déjà bien amplifiée de l'Empire. Je ne sais pas comment les Iraniens peuvent s'en sortir, cependant. Ils sont actuellement frappés, comme tu le sais, par une sécheresse massive dans le sud du pays. Probablement pas assez d'eau à boire pour tout le monde. Il n'y a pas de véritable solution, et personne ne les aide à ce sujet. Il devrait y avoir des gens pour les aider dans cette situation, et parmi eux, nous devrions être les premiers à le faire. Tout comme nous n'aidons pas d'autres peuples dans le monde, comme Cuba, avec les victimes de Melissa. Je ne sais pas quoi dire, je pense qu'ils vont attaquer. Je ne suis pas d'accord avec Larry là-dessus.
Je pense qu'ils vont attaquer l'Iran. Je pense qu'Israël va attaquer l'Iran. Je ne pense pas que Bibi, à moins qu'il ne soit évincé, si cela arrive d'ici Noël ou peu importe, alors peut-être qu'il pourrait y avoir une autre voie pour Israël. Mais tant que Bibi est là, il doit agir contre l'Iran. Il a fait cette promesse trop de fois. Il en a trop parlé. Il ne peut plus reculer maintenant. Il doit abattre l'Iran. Et je pense que le message est passé en Israël, même parmi les gens ordinaires dans la rue, à quel point l'Iran a infligé une lourde défaite à Israël pendant la belle guerre, ces 12 jours. Peut-être pas dans toute l'ampleur que ce serait si c'était réaliste, mais au moins le citoyen juif moyen d'Israël comprend qu'ils ne s'en sont pas très bien sortis. Larry, veux-tu ajouter quelque chose avant que nous terminions? L'élément clé dans tout cela sera les États-Unis. Si Trump met ses menaces à exécution, selon les informations rapportées, qu'il va se débarrasser de Susie Wiles et Pam Bondi, il se rendra peut-être compte que sa position pro-israélienne lui a nui, et il essaiera de revenir vers le centre. Mais à défaut, nous nous dirigeons vers une année 2026 difficile. Il y a tellement de problèmes qui sont exactement ce que Larry a dit. Je veux dire, l'Empire est peut-être en déclin, mais il reste au cœur de nombreux problèmes dans le monde aujourd'hui. Et si Trump venait soudainement avoir la lumière, pour ainsi dire, cela pourrait faire une grande différence. Oui, merci beaucoup, Colonel Wilkerson et Larry Johnson. Un grand plaisir comme toujours. Très bien, mes amis. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous tous. Joyeux Thanksgiving à l'autre Larry. Joyeux Thanksgiving. Très bien.